Je suis président de l'Association des boursiers. On est très fiers d'être capable de mettre de l'avant des soirées comme celle-ci, là où on met en vedette nos boursiers et nos boursières. En particulier ce soir, c'est des boursières de la Fondation Baxter Anne Ricard qui ont des expertises particulières pour la question de l'heure qui tourne évidemment autour des élections fédérales, qui vont être, je pense, assez conséquentes pour nous tous et toutes. Donc, c'est notre plaisir à l'Association des boursiers de la Fondation Baxter Alma Ricard de mettre ceci de l'avant et de nous faire réseauter entre nous autour de questions comme celle-là. Nous sommes donc ravis de vous accueillir à 5 jours de l'élection fédérale pour ce panel qu'on a nommé la francophonie à l'heure des choix. Tous nos panélistes sont des boursiers à Ricard, comme je disais, et chacun à leur manière des experts de politique fédérale. La conférence de ce soir se déroulera en 2 parties. La première partie sera une discussion de 40 minutes entre nos panélistes et les thèmes principaux des élections de 2025. Et par la suite, nous allons avoir une période de questions de 15 minutes, là où vous pourrez poser vos questions directement aux panélistes. N'hésitez pas aussi, si vous pensez à certaines choses, de les mettre dans le chat qui est disponible ce soir aussi. Puis le tout va être colligé par nos collègues ce soir et puis retransmis en question. Je cède donc maintenant la parole à notre animateur et modérateur Philippe Orfali, qui est le vice-président de l'association et qui, pendant 15 ans, a été journaliste spécialisé en politique et langues officielles. Donc, Philippe, je te cède la parole. Merci beaucoup, Mathieu. Je suis vraiment ravi d'être ici ce soir pour animer le panel électoral avec nos 3 boursières expertes. Donc, vraiment un groupe exceptionnel de panélistes. Et puis, merci beaucoup d'être là avec nous pour discuter de ces enjeux clés des élections, puis répondre aussi aux questions des boursiers et boursières Ricard. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter parce que tout le monde ne vous connaît pas. Donc, Stéphanie, tu es professeure de sciences politiques au Collège militaire royal et à l'Université Queen's de Kingston, en Ontario. Tu es franco-labradorienne d'origine et puis tu es spécialiste de politique canadienne et tes recherches portent notamment sur les langues officielles, le fédéralisme et la politique judiciaire. Tu commentes régulièrement l'actualité à Radio-Canada et à TFO, en plus d'être chroniqueuse à l'actualité. Donc, Rochelle, tu es professeure de sociologie à l'Université mémoriale de Terre-Neuve et Labrador. Tes recherches portent sur les inégalités sociales et les relations entre autochtones et allochtones. Tu t'intéresses particulièrement à l'entrepreneuriat autochtone et à la mobilité sociale, aux réseaux sociaux également, et puis tu commentes régulièrement l'actualité politique de Terre-Neuve sur CBC, entre autres. Merci d'être ici. Et salut tout le monde et merci Philippe pour l'introduction. Juste rapidement, je suis très contente et fière d'être capable de vous adresser ce soir des territoires traditionnels et ancestrales des peuples Beothuk, Mi'kmaq, Innu et Inuit à Terre-Neuve et Labrador sur la côte de est de l'île des Tortues. Et je souhaite rendre hommage aux aînés autochtones de ces terres passées et présentes. Merci, Rochelle. Jannick, enfin, donc, tu es françaiscoise et professeure à l'école des françaiscoises, et puis Rochelle, tu es également françaiscoise. Jannick, tu es professeure à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Tes recherches se concentrent sur les pratiques de gouvernance des minorités autochtones et linguistiques au Canada. Tu enseignes des cours sur la politique canadienne, la politique autochtone, le fédéralisme et le droit des minorités. Merci beaucoup d'être ici. Stéphanie, on va commencer avec toi. Il n'y a pas grand monde qui misait sur la réélection des libéraux il y a 3, 4 mois à peine. Toi qui es chroniqueuse politique, comment t'expliques le revirement assez spectaculaire auquel on a assisté? Et puis, c'est ça, explique-nous un petit peu ce qui s'est passé dans les derniers mois pour que Mark Carney soit pratiquement en voie d'être élu comme premier ministre. Oui, j'avoue que à l'automne dernier, j'ai fait un beau own goal, si on peut dire en bon français, en écrivant une chronique qui avait été intitulée Il n'y aura pas de miracle libéral, euh, qui était parue dans l'actualité, donc mea culpa. C'est ça qui arrive quand on joue les détenteurs de boules de cristal alors qu'on a juste un doctorat en sciences politiques. Écoutez, c'est évidemment un concours de plusieurs circonstances. On le savait déjà qu'il y avait de la bisbille au sein du caucus libéral et même au sein du Conseil des ministres. Les élections partielles de l'été et de l'automne dernier dans 2 circonscriptions à Montréal et à Toronto qui auraient dû être des chanteaux forts libéraux qui ont tourné conservateurs à Toronto-Saint-Paul, bloquistes dans la salle Aymar-Verdun à Montréal, envoyaient des signaux
que le Parti libéral était vraiment dans une situation difficile. Mais la goutte qui a vraiment fait déborder le vase, évidemment, ça a été les dissensions entre le bureau du premier ministre et le ministère des Finances qui ont éclaté au grand jour le 16 décembre dernier, quand Chrystia Freeland, ministre des Finances, a claqué la porte le jour même où elle devait présenter un énoncé économique duquel elle n'était pas d'accord, de toute évidence, en remettant évidemment en question une fois pour toutes le leadership de Justin Trudeau, mais à partir vraiment du cœur de la garde rapprochée du premier ministre. Là, ça venait plus du caucus ou bien de la base du Parti libéral, ça venait vraiment de ses plus proches alliés. Et ça, évidemment, ça a poussé M. Trudeau, peu après le temps des fêtes, à remettre sa démission et à annoncer qu'il allait avoir une course au leadership et qu'il laisserait sa place à la fin de cette course au leadership-là. En parallèle de ça, il y a évidemment l'élection de Donald Trump, qui aurait pu ne pas avoir un impact aussi important sur le Canada, mais comme on l'a vu dès le mois de janvier, évidemment avec les menaces de tarifs et vraiment le chaos que M. Trump a suscité en politique canadienne, mais à plus largement parler en politique internationale, en remettant en question l'ordre international à plusieurs égards, notamment dans ses relations avec l'Europe, avec la Russie, en remettant en question l'aide américaine en Ukraine, etc., a fait en sorte que le paysage politique au Canada et les enjeux qui préoccupaient les Canadiens ont changé presque du jour au lendemain. C'est-à-dire que les questions de taxes carbone, de coût de la vie qui dominaient l'inflation, qui dominaient vraiment le discours politique, se sont complètement ou presque complètement évacuées pour vraiment faire place à un front uni sur la question, à savoir comment est-ce qu'on allait combattre la menace tarifaire de Donald Trump pour ne pas que l'économie canadienne s'écroule. Et donc, mise en entrée, évidemment, d'un Mark Carney qui était déjà dans comment je dirais ça? Dans l'écosystème libéral depuis quelques années. Il avait déjà donné des discours durant des congrès du Parti libéral du Canada. On savait qu'il conseillait le premier ministre sans nécessairement savoir la teneur de ces conseils-là ou à quel point le premier ministre écoutait ses conseils, mais on savait qu'il avait été consulté sur des questions économiques. Donc, un Mark Carney qui était à la fois quelqu'un de l'extérieur du Parti libéral en tant que tel, parce qu'il n'a jamais été élu à Ottawa, mais quelqu'un qui n'était pas nécessairement extérieur à la grande famille libérale, la grande tante libérale, qui se présente un peu comme la réponse à cette menace-là, et avec des résultats, ma foi, disons, qu'on ne pouvait pas remettre en question. 87% des détenteurs d'une carte du Parti libéral ont voté pour lui au premier tour de la course au leadership. C'est quelqu'un qui s'est imposé très, très rapidement comme étant une figure en laquelle les Canadiens disons, de conviction libérale, mais à l'extérieur de cette famille-là également, en qui ils pouvaient faire confiance pour répondre à cette crise tarifaire. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, difficile à croire, mais on est effectivement à 5 jours des élections fédérales et de la fin de cette campagne qui a été, ma foi, un peu spéciale. Donc, ça a été marqué par des actions imprévisibles de Trump, des menaces, on parle du 51e État, ainsi de suite. J'aimerais vous demander à toutes les trois, quels ont été à vos yeux les moments forts et puis les erreurs des principaux chefs lors de cette campagne? Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris particulièrement? Peut-être que je pourrais commencer avec toi, Jannick. Oui, mais je pense qu'en fait, les moments forts et peut-être les erreurs de la campagne se sont jouées avant qu'elle ait commencé. Puis Stéphanie mettait le tout donnait la mise en contexte, qu'est-ce qui s'est passé. Puis je pense que une des choses qu'on a peut-être pas remarqué à ce moment-là, mais qu'on le remarque aujourd'hui, c'est comment les campagnes se sont situées, sur quoi elles ont misé. Et je pense que c'est là où il y avait à la fois pour un parti quelque chose qui est devenu un moment fort, mais aussi pour un autre parti qui est devenu quelque chose de faible. Alors, les conservateurs ont misé sur l'idée du changement, sur la volonté des Canadiens de ne pas revoir le Parti libéral au pouvoir.
Et le Parti libéral a misé sur l'idée de l'expérience ou de l'expertise qu'ils ont éventuellement eu aussi dans le personnage de Mark Carney. Mais avec la volatilité qu'on a vue avec l'élection américaine, l'idée du changement est devenue moins importante et l'idée de la stabilité a vraiment pris prépondérance, tout comme l'idée de l'expérience, l'expertise, de la sagesse plutôt que de la réaction. Alors, je pense que vraiment, c'était avant le début de la campagne, puis cette mise en contexte-là qui a vraiment mis les partis dans cette position-là. Merci. Rachel, une surprise, les moments forts puis les erreurs? Oh, OK. Ben, moment fort pour moi. Ben moi, OK. En premier, moi, je suis sociologue. Alors, mes commentaires, puis ce que moi, je regarde dans les différentes campagnes pendant ce cycle, de ces élections sont peut-être un peu différents que Stéphanie puis Jannick, là. Euh, mais en premier, pour moi, un des moments les plus forts pour moi, c'est que chaque fois que je vois comme des conférences de presse avec Mark Carney, avec les journalistes puis leurs questions partisanes, j'ai été vraiment impressionnée, puis j'ai beaucoup apprécié son habilité de répondre calmement et critique la manière dont les questions sont demandées et aussi est capable de fournir des réponses aux questions qui se concentrent sur les problèmes et solutions et non sur des critiques d'autres chefs, comme les critiques d'autres chefs et partis pendant ces élections. Pour moi, j'apprécie ça comme quelqu'un qui a besoin de voter et que aussi, je trouve tout ça un peu fatigant. Alors, quand je vois un chef de parti qui peut répondre aux questions, puis pas être et critique d'autres mondes, je trouve ça quelque chose de très, très important pour moi. En plus, si je peux dire, il y a des choses qui se passent au Canada qui ont peut-être été un peu négligées dans nos débats et conversations dans nos pays, mais qui peuvent informer cette élection, je trouve. Um, Puis moi, je considère ces deux choses des moments forts aussi. Alors, en premier, au Manitoba, cette province est devenue la première province à adhérer à l'assurance médicaments mise en place par le gouvernement fédéral avec l'assistance du Parti NDP et par un premier ministre de province qui est Ojibwe. Moi, je trouve ça très, très important, même si on n'en parle pas beaucoup. Et aussi, il y a l'accord historique entre le Premier Nation Haida et les gouvernements fédéral et provincial qui le reconnaissent comme les seuls intendants et responsables de Haida en Colombie-Britannique. Alors pour moi, même si ces deux moments importants ne se reflètent pas dans les conversations actuelles de l'élection, ils sont encore deux choses qui informent ce qui est important pour nous et pour notre pays et qui reflètent nos valeurs, je trouve, et ce qui continuera d'être important après cette élection, la réconciliation avec les peuples autochtones et notre système de soins de santé universel. Alors, ça c'est juste quelque chose que moi, je continue à patienter pour voir si oui ou non les chefs de parti vont peut-être commencer à parler de tout ça. Super intéressant. Merci beaucoup, Rachel. Stéphanie, donc des moments forts, des erreurs, puis peut-être une surprise également? Pour ce qui est des moments forts, je vais en donner un pour les libéraux, puis pour les conservateurs, puis les erreurs également par mesure de magnanimité envers les deux partis qui sont, de toute évidence, les deux partis qui sont encore dans la course, là, parce que les néo-démocrates, à moins de 10% du vote, on se demande où ça s'en va. Donc, moment fort pour le Parti libéral. En fait, un peu comme Jannick, je dirais que le gros moment fort, il a eu lieu durant la première semaine de mandat comme premier ministre de Mark Carney, où vraiment on a voulu mettre la table et mettre hors de tout doute qu'il avait la trempe d'un premier ministre.
en envoyant des signaux, notamment, qui comprenaient vraiment le tissu social du Canada, en envoyant des signaux sur sa connaissance des communautés francophones, des communautés anglophones, des autochtones. Il a fait les choses dans les règles de l'art quand il s'est pointé au Nunavut, au contraire d'un Pierre Poilievre qui s'est fait rabrouer assez durement, merci, par le premier ministre du territoire lorsqu'il est passé faire des annonces sur la défense de l'Arctique. Le fait aussi qu'il ait décidé d'agir très rapidement sur l'enjeu de la taxe carbone, d'un point de vue environnemental, je suis pas nécessairement d'accord avec sa décision, mais d'un point de vue stratégique, ça lui a permis de fermer la trappe des conservateurs sur cet enjeu-là très, très rapidement et d'enlever l'une des armes des mains de Pierre Poilievre et l'une des armes qui avait été les plus efficaces et sur lesquelles il s'était basé pour bâtir sa critique du gouvernement depuis les 2 dernières années. Donc, ça laissait son adversaire un peu les mains vides. Et ça a été franchement assez efficace. Les moments forts du Parti conservateur, je dirais que c'est les rallyes. Qu'on ait des milliers de personnes qui se pointent dans des circonscriptions largement libérales, comme Kingston-les-Mille-Îles, par exemple, pour entendre Pierre Poilievre et son candidat, qui est le maire sortant de la ville de Kingston, Brian Patterson. C'est pas mal du jamais vu dans ces circonscriptions-là. Dans la couronne de Toronto aussi, des démonstrations de force. Après des rallyes, faut faire la part des choses, faut prendre ça avec un grain de sel. Il y a des gens qui se déplaçaient de loin pour venir écouter Pierre Poilievre, mais ça parle à un certain attachement émotif à une partie de sa base, en particulier les jeunes hommes de moins de 35 ans, qui est un électorat pour qui Pierre Poilievre a vraiment bâti une relation particulière et qui est un électorat qui est habituellement assez peu politisé. Et ça, c'est quand même intéressant de voir cette relation-là qu'il a pu bâtir, qui est basée évidemment sur un certain type de populisme, sur le fait qu'il a soufflé sur les braises, la colère, l'anxiété de cette population-là depuis les dernières années. Mais si ça politise du monde puis que ça les amène au bureau de vote, hey, c'est quand même ça de gagner pour la démocratie canadienne. Les erreurs. Chez le Parti conservateur, l'un des gros problèmes de Pierre Poilievre, c'est qu'il n'a pas pivoté assez rapidement de sa cassette des 2 dernières années vers la question justement de la crise tarifaire et que du point de vue du ton qu'il utilisait, il a eu beaucoup de difficultés à passer d'un ton de chien d'attaque du parti de l'opposition officielle vers quelqu'un qui se positionnait pour être le premier ministre du Canada. Et ça l'a taraudé, ça continue de le poursuivre. Évidemment, les parallèles avec certaines tendances trumpistes, ça a beaucoup, disons, miné sa campagne et ça continue de le faire. Chez les libéraux, les erreurs, je dirais, des erreurs, je suis pas sûre que c'est le bon terme, mais je parlerais plutôt d'une faiblesse. C'est la méconnaissance de Mark Carney sur tous les dossiers autres qu'économiques. En fait, lorsqu'il parle d'économie, on le voit, il est un poisson dans l'eau, il a une facilité à expliquer ce qui se passe et à expliquer pourquoi et comment est-ce que le Canada devrait réagir aux menaces tarifaires. Mais lorsqu'on le lance sur d'autres dossiers, surtout des dossiers plus pointus ou qui ont une connotation sociale plutôt qu'économique, on voit que là, il est hors de sa zone de confort. Quand il se fait poser des questions aussi plus personnelles par les journalistes, le ton qu'il utilise est pas nécessairement toujours le plus approprié. Et je prédis que ça va être un enjeu pour lui lorsqu'il va faire son entrée à la Chambre des communes. Et j'utilise le quand plutôt que le si parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu un fait accompli à ce point-ci. Parmi les surprises, j'ai été quand même passablement surprise de voir à quel point les cartes étaient jouées d'avance durant la campagne, c'est-à-dire que très tôt, on était à mi-chemin de la campagne, les débats des chefs n'avaient pas eu lieu, les plateformes n'avaient pas été publiées, et pourtant, c'était plus de la moitié des Canadiens qui disaient qu'ils étaient déjà décidés pour qui ils allaient voter. Et évidemment, ça a sorti dans le vote par anticipation, plus de 7 millions de Canadiens qui sont allés voter durant la fin de semaine de Pâques. Ça nous dit que pour une bonne partie des Canadiens, la campagne était déjà terminée et leur idée était déjà faite. Je me serais pas attendu à ce qu'il y ait un phénomène de cette ampleur-là qui se présente dans le cadre de la campagne
actuelle. Et l'autre surprise, c'est du point de vue des plateformes, du fait, d'une part, qu'elles ont été publiées très tard, mais aussi dans leur contenu. Et là, du point de vue des libéraux, malgré le fait que Mark Carney avait envoyé des signaux comme quoi il ramènerait le Parti libéral plus au centre, qu'on devrait faire des choix difficiles, on ne parlait pas d'austérité, mais c'était pas loin. On a une plateforme qui représente pas nécessairement ces signaux-là. Chez le Parti conservateur, une plateforme, en fait, pour un parti qui demandait des élections depuis des mois et des mois, qui est arrivé très, très tard, après que le vote par anticipation soit terminé, et qui faisait une trentaine de pages, dont la moitié des pages, c'était des photos de Pierre Poilievre et de sa femme. Donc, du point de vue du contenu substantif, un Mhm. peu surprenant, un peu décevant, et encore là, une plateforme où on était très très loin de l'équilibre fiscal, alors que on a martelé le fait qu'on avait un gouvernement qui était trop dépensier, qu'on ne pouvait plus se permettre un gouvernement libéral à Ottawa depuis de nombreuses années, et qui faisait, disons, dans la comptabilité un peu créative du point de vue des revenus qu'on anticipait pour justifier notamment, évidemment, les coupures dans les impôts et des nouvelles dépenses en matière de défense. Merci beaucoup. Rochelle, donc tu habites à Terre-Neuve, puis on ne peut pas parler de la campagne sans évoquer les tarifs américains. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi disons, le pouls de la population là-bas? Qu'est-ce qui préoccupe les Terre-Neuviens puis les autres résidents de l'Atlantique en ce moment? Ben, pour nous ici à Terre-Neuve et Labrador, il y a des élections provinciales à l'horizon. Alors, pour nous, on garde un œil sur les candidats et le processus fédéral, mais aussi à ce qui arrive ici dans la province. Alors, moi, je trouve qu'on se concerne en premier avec notre économie. Notre plus grand partenaire commercial sont les États-Unis. La valeur de ces exports totale comme 13,4 billions de dollars l'an passé. Alors, il y a deux exemples pour lesquels c'est très important. En premier, on se concerne toujours des pêcheries. Mhm. La pêcherie des crabes de neige. L'an passé, 86% des crabes de neige ont été exportés aux États-Unis, qui est environ 56 000 tonnes de crabes par année, qui compte pour environ 91% du marché aux États. Alors, ici en Terre-Neuve, le crabe de neige comprend comme 61% de la valeur totale de la pêche ici et Mhm. 2,3% de notre GDP, oh non, c'est notre Le PIB? PIB annuel. Alors, ça, c'est une valeur au-dessus de 960 millions de dollars pour notre économie ici à Terre-Neuve. Alors, avec les tarifs de 25% par les États, il y a des soucis que la pêcherie va s'effondrer sous ces tarifs. Et on n'est pas nécessairement convaincu que ça va rester à 25% non plus. Mhm. Alors, pour nous autres aussi, je ne sais pas si les Canadiens connaissent ça, mais le pétrole brut, c'est une autre partie de notre économie ici. Puis ça compte pour genre comme 33% de notre PIB. Et le pétrole brut comprend une principale exportation encore aux États-Unis, qui est notre plus grand client avec environ 154 000 barils par jour, qui descend avec une valeur approximative de 9,6 billions de dollars pour notre économie ici dans la province. Qui est à présent, je pense qu'il y a un tarif de 10% sur les importations d'énergie du Canada, mais aucune idée si ça va aussi changer et quand. Mhm. Alors, concernant les tarifs, je pense que les mondes ici sont très inquiets. Si on pense vraiment aux affaires comme la pêcherie ici, c'est une des industries le plus important pour toutes sortes de monde ici. Et puis, c'est le même avec euh, offshore oil. C'est le même affaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont employées dans ces deux industries. Alors, si quelque chose arrive, puis on n'est plus capable d'exporter,
la crabe de neige, quoi d'autre? La morue, toutes les autres sortes de pêcheries, puis notre huile. Ça va être vraiment compliqué pour la province, vraiment vite. Mais c'est juste deux affaires ici qu'on continue à parler à propos. Aussi, on pense aux soins de personnes âgées. Avec le dernier recensement ici, environ un quart de la population de Terre-Neuve et Labrador est de l'âge de 65 ou plus. Et c'est aussi la province avec la population âgée qui grandit la plus vite au Canada. Alors, ça identifie plusieurs problèmes par rapport à leurs soins, avoir assez de ressources pour gérer les taux élevés de diabète ici, les Mhm. incidences de glaucome. Et toutes ces sortes d'affaires. Alors, nous avons, dans ce cas-ci, un manque d'optométristes pour traiter tout le monde. Puis ça, c'est juste un exemple de manque de soins médicaux essentiels ici sur l'île. Autre que ça, avec une population âgée qui grandit rapidement, ça impacte aussi notre économie et la capacité de trouver ou attirer des travailleurs jeunes qui sont professionnels, mais aussi qui travaillent dans les métiers. Alors, il y a une pénurie de travailleurs qualifiés ici. Alors, on aimerait voir de l'intérêt du gouvernement, peut-être avec l'immigration, pour essayer de grandir notre capacité ici aussi. Merci. Jannick, toi, tu es originaire des Prairies, dont l'économie est également très reliée donc, à celle des États-Unis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire particulièrement l'attention de la population du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta en ce moment? Ben, je pense que la préoccupation de cette population-là est largement la même de celle des autres Canadiens, mais peut-être elle se vit un peu différemment, je peux parler de ça, mais je pense que la première chose à dire, c'est que le sentiment d'aliénation dans l'Ouest, il est réel. Et je pense qu'il se vit de façon très importante dans certains segments de la population. Et ça a été un enjeu dans sa campagne, peut-être pas aussi fort que on aurait pensé à mes campagnes, mais je pense que ça a quand même un impact sur les priorités de certaines personnes dans cette région-là ou dans toutes les provinces. Mais quand les priorités, quand je dis que les priorités sont pareilles à travers le Canada, qu'elles sont en Saskatchewan, en Manitoba et en Alberta, c'est que, puis mais qu'elles se vivent différemment, c'est que on entend parler de l'immigration, souvent les reportages parlent de la périphérie de Toronto, la crise de logement, mais la réalité dans l'Ouest, c'est qu'on a aussi des municipalités, on a des villes qui ont un grand manque d'infrastructures et ça a été un enjeu discuté lors de la campagne, mais qui n'a peut-être pas résonné autant dans les médias. La même chose avec les tarifs douaniers. La crise tarifaire, on entend parler des compagnies comme Algoma, et c'est sûr que ça va, les tarifs vont avoir un impact sur les taux de chômage, sur le PIB, mais il faut aussi reconnaître que l'économie des prairies est aussi très, très intrinsèquement liée au commerce international et notamment au commerce aux États-Unis, non seulement en produits agricoles, mais tout ce qui entoure ça, la potasse, les ressources, etc. Alors, je pense que sur ces enjeux-là, c'est les mêmes enjeux, mais peut-être avec un twist des prairies qui veut dire que on se préoccupe des mêmes choses, mais à notre façon. Tu as parlé un petit peu de donc, la montée du sentiment d'aliénation. Je suis curieux de vous entendre toutes les trois. Comment se porte disons, la droite plus radicale au Canada à l'heure actuelle? Est-ce que le Trumpisme est encore d'actualité lorsque le président américain nous menace de faire du Canada le 51e État? Qui veut se lancer? Je peux y aller, si vous voulez. Euh, c'est une bonne question, mais c'est aussi une cible mouvante. Durant les derniers mois, lorsque la campagne, ben en fait, lorsque la campagne a été lancée et ça c'est surtout un enjeu pour le Parti conservateur, là, ça l'est un peu moins pour les autres partis, mais lorsque la campagne a été lancée, c'était pas loin de 50% des,
des partisans du Parti conservateur du Canada qui disaient avoir une opinion. Je m'excuse, j'ai un autre écran devant moi qui arrête pas de flasher, c'est vraiment déstabilisant. Euh, qui avait une opinion encore semi-favorable ou favorable envers Donald Trump. Et ça, cette proportion-là, elle a rapetissé au fur et à mesure que la campagne a avancé pour des raisons évidentes, là. Donc, c'était peut-être une épine dans le pied de Pierre Poilievre de trouver finalement le juste milieu entre justement avoir l'air de faire front commun, un Canada uni, on doit protéger notre économie, sans trop froisser cette partie-là de la base conservatrice qu'il a lui-même été arraché des mains du Parti populaire du Canada, soit dit en passant. Mhm. Donc, qui avait quand même réussi à aller chercher, notamment dans l'Ouest canadien, dans certaines circonscriptions, jusqu'à 20-25% des intentions de vote, jamais pour sortir, pour aller jusqu'à sortir les candidats conservateurs, parce qu'on a dans certaines circonscriptions en Alberta et en Saskatchewan des députés qui sont élus avec jusqu'à 80% des intentions de vote ou des votes dans leur circonscription. Donc, même si Maxime Bernier est capable d'aller chercher 20%, il en reste encore une large partie qui demeurait acquise au Parti conservateur, mais cet enjeu-là pour ce qui en était d'être capable d'accroître le vote conservateur pour Pierre Poilievre, ça a été un enjeu et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles il a été, disons, plus lent à justement changer de discours, d'arrêter de parler de Justin Trudeau et de parler un peu plus de Donald Trump comme étant l'adversaire durant la campagne. Euh, L'aliénation de l'Ouest est intéressant aussi parce qu'on a vu des vieux épouvantails sortir un peu comme un Preston Manning, par exemple, qui a, il y a une couple de semaines, publié un op-ed dans le Globe and Mail en disant, en gros, en émettant un avertissement aux Ontariens, aux Québécois et aux gens du Canada atlantique, si vous réalisez un gouvernement libéral à Ottawa, vous allez avoir une crise d'unité nationale sur les bras, puis ça sera de votre faute. Et qui a réitéré ce message-là, pas plus tôt qu'aujourd'hui. Donc, vraiment, il persiste et signe. Une Danielle Smith aussi qui a fait un peu cavalière seule, si je peux dire, comparé au Front uni des premiers ministres provinciaux avec Doug Ford, capitaine Canada, à leur tête depuis le mois de décembre pour justement tenter de faire entendre raison aux Américains sur la question des tarifs. Est-ce que ça lui a bénéficié sur le terrain ou pas? Je vais pas me prononcer là-dessus. Mais on voit que effectivement, ça a été l'une des trames de fond de la campagne dans cette région-là du pays. Et ça va faire en sorte que il risque d'y avoir peut-être plus qu'avant, mais quand même très peu de représentants au gouvernement de cette région-là du pays. Et donc, ça devient un peu une prophétie autoréalisatrice dans un sens, parce que s'il y a pas de députés de cette région-là au sein du caucus, ben, les enjeux, les doléances de cette région-là, évidemment, ne seront pas entendus autant qu'ils devraient l'être par le gouvernement. Donc, ça va demeurer, je pense, un enjeu difficile pour le Parti libéral à court et moyen terme. Certainement. Jannick et Rochelle, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, j'ajouterais peut-être aussi que je pense que la question à se poser, c'est pas seulement tu sais, là où est rendue l'idéologie populiste ou comment est-ce que le Trumpisme a peut-être influencé l'élection, mais ce sera la question qu'on se posera après l'élection. Et je pense que ça va être est-ce qu'on voit ou est-ce que ce segment de la population se voit reflété dans l'offre des partis? Et je pense que le dilemme du Parti conservateur, c'est qu'il y a beaucoup eu à se chevaucher entre cette base populaire et la volonté progressiste conservatrice du parti et que ça a été quelque chose de très, très difficile à unifier. C'est le défi de Pierre Poilievre. C'était la vision du Parti uni conservateur. Puis je pense qu'après cette élection, ce sera une question à reposer, savoir est-ce que c'est encore une tente pour l'idéologie populiste conservatrice ou est-ce qu'il y aurait
il y aurait une volonté ou un besoin de remanier cette offre de parti-là, étant donné le peu de gains que le Parti populaire de Maxime Bernier a réussi à faire surtout dans l'Ouest. Alors, est-ce qu'il y aura un remaniement ou un repositionnement des partis à ce niveau-là? Stéphanie, en dévoilant son conseil des ministres, Mark Carney a présenté le nouveau ministère de l'identité canadienne, alors que Trump, évidemment, s'attaquait au Canada. Et puis, il a discrètement aboli le poste de ministre des langues officielles, ce qui est vraiment une première depuis plusieurs années. On lui a aussi reproché à maintes reprises son français un petit peu hésitant. On n'était pas toujours sûr qu'il comprenait les questions qui lui étaient posées par les journalistes. Et puis également la faible présence de francophones dans son entourage. Ma question pour toi, c'est quel intérêt Mark Carney porte-t-il réellement envers la francophonie, envers le Québec et les francophones en situation minoritaire? Puis, est-ce que, à tes yeux, notre premier ministre sortant est francophile? Ah, euh, je vais faire un petit pitch d'autopromotion. Je vais interviewer Stephen Guilbeault pour la plateforme ONFR demain. Donc, le fameux ministre de la Culture et de l'Identité canadienne. Petit scoop pour vous, l'une des questions que j'ai pour lui, c'est qu'est-ce que c'est ça, l'identité et la culture canadienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce qu'on fait de la gouvernance des langues officielles dans tout ça? J'ai bien hâte de l'entendre là-dessus. Parce qu'effectivement, c'est une des choses qui a choqué de la composition du nouveau Conseil des ministres, de voir que le portefeuille dédié des langues officielles, même si dans l'appareil d'État canadien, les langues officielles demeuraient toujours sous l'apanage de patrimoine canadien, donc le portefeuille des langues officielles, ça demeurait un portefeuille junior qui avait des comptes à rendre au ministre du patrimoine canadien. Mais il demeure que du point de vue de la symbolique, ça a choqué, ça a rendu inquiet, d'autant plus qu'on avait, comme tu viens de bien le souligner, un nouveau premier ministre avec un français un peu approximatif. On sentait que ces années à l'extérieur du pays le rattrapaient, il était très rouillé. On voit depuis le début de la campagne quand même qu'il y a une certaine amélioration, mais il Oui. demeure qu'il y a des croûtes à manger. Et quand t'es référent culturel franco-canadien, c'est Mitsu, on dit OK, arrive en 2025, mon homme, quand même. Donc, il y a un décalage et il va y avoir un certain apprentissage à faire, là, parce que de parler des Canadiens puis de la poutine, à un moment donné, on va se rendre compte que c'est un peu faible ça, je pense que ça va le rattraper. Comme plusieurs dossiers, en fait, une fois que la question tarifaire va être casée, je pense que Mark Carney va se rendre compte que gouverner un pays, c'est peut-être un peu plus compliqué que de gouverner la Banque du Canada. Et ça, je pense que ça va le rattraper plus rapidement qu'il pense. Euh, j'ai l'impression que la preuve de l'intérêt que le premier ministre et que son cabinet portent à la question des langues officielles va se dévoiler lors du premier budget. Euh, En ce moment, dans la plateforme, on parle à peu près du statu quo. Euh, le gouvernement sortant s'auto-proclame le champion des langues officielles à Ottawa depuis plusieurs années, mais comme on l'a vu dans les dernières années, même s'il semblait y avoir une certaine volonté d'une part du Conseil des ministres de faire des langues officielles un enjeu important, il y a eu des cafouillages énormes des enjeux qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, je vais pas faire la liste, là, mais les nominations vice-royales, évidemment, qui vont probablement se rendre en Cour suprême, la place du français durant la situation d'urgence de la COVID-19, le fait que on a dû se battre jusqu'au Sénat pour avoir l'inclusion des places de garde francophones protégées dans le projet de loi C-35, la question des étudiants étrangers et l'impact que ça a eu sur les universités francophones et bilingues à l'extérieur du Québec, etc. C'est des enjeux qui démontrent que même si on avait un premier ministre qui était francophone, le réflexe et la lentille des langues officielles et de la francophonie n'étaient pas au rendez-vous dans l'ancien gouvernement. Et tant que la question tarifaire va être la question de l'heure, les questions de culture et d'identité, surtout avec un ministre comme Stephen Guilbeault, parce qu'on le sait quand même que les langues officielles, c'est pas ça qui est sa tasse de thé, c'est pas sur ça qu'il s'est battu
pendant toute sa carrière, c'est vraiment sur les questions environnementales. Ça nous indique qu'il y a peut-être lieu il va falloir retourner faire nos devoirs au sein du Conseil des ministres pour convaincre que les langues officielles demeurent importantes. Je pense que il y a quand même des arguments vendeurs dans un contexte où le Canada cherche à, disons, découpler son économie de l'économie américaine, cherche à étendre ou raffermir ses partenariats dans des marchés comme le marché européen et développer des marchés qui sont sous-exploités en ce moment, comme en Afrique, par exemple, où la francophonie est un réel atout. Mhm. Mais la francophonie et les langues officielles, ça ne peut pas être qu'un outil économique. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, je pense que les inquiétudes de ce côté-là sont valides, là. On ne peut pas prendre quoi que ce soit pour acquis. Merci. Jannick et Rochelle, les deux, vous êtes françaiscoises. Une des surprises pour moi lors de cette campagne, c'est d'entendre Pierre Poilievre parler donc, des origines de son père, originaire donc francophone de la Saskatchewan. Est-ce que ça a été une surprise pour vous? Puis est-ce que vous pensez que ça pourrait jouer avec les francophones, notamment des prairies? Et sur mute, Rochelle. Encore. Ben moi, je dirais qu'il y a autant de vues diverses dans une communauté francophone qu'entre les différentes communautés francophones. Mais moi, oui, j'étais surprise qu'il a oui, que- comment est-ce qu'on dit? Tes Ah, racines françaises? oui, excusez, j'ai perdu mes mots là. Qu'il a des racines françaises. Moi, j'avais entendu franco-albertain, mais il y a presque le même affaire. Et Jannick? Je pense qu'il a grandi à Calgary, mais son père est d'origine française. Ouais, C'est c'est parfait. ça. Ses parents adoptifs sont françaisquois, mais il a grandi à Calgary. Dans la même Ah, circonscription que où Stephen Harper était député à l'époque. oh, ouais, ça fait du sens, oui. Euh, Ben, je dirais que oui, il y aura du monde qui vont prioriser son capacité pour parler français, puis ses racines françaises et tout ça. Mais je ne sais pas à quel point que c'est le cas. Euh, pour moi, dire quelque chose comme ça, c'est comme dire que du monde choisisse un candidat comme ils choisissent une équipe de sport. Alors, on choisit parce que c'est l'équipe de notre ville ou province et rien de plus. Ou on leur choisit parce que ça répond à notre vision d'une identité nationale. Comme pour moi, mon équipe de football sera toujours les Rough Riders. Je suis originaire de la Saskatchewan. Puis rien ne peut changer ça, mais ce n'est pas comment je choisis mon candidat au temps des élections. Mhm. J'aimerais dire qu'il y a plus de monde qui a identifié avec des politiques, leur parti, des visions pour le pays plutôt qu'une identité française ou francophone. Mais je pourrais me tromper avec ça. Jannick? Ouais, j'ajouterais que je pense que je donnerais deux raisons pour lesquelles je pense pas que ça va influencer le vote. Puis je pense que la première, c'est que je pense que les francophones, les Françaisquois comme d'autres francophones, on est vraiment bonne mémoire. Et je pense qu'on a vu Pierre Poilievre en action. Et peut-être c'est comme moi, puis parler beaucoup de politique dans différents contextes, mais je pense que les histoires qui se racontent quand on réfléchit à ce qui s'est passé dans les derniers 10 ans. C'est pas une histoire où on a vu Pierre Poilievre ou le Parti conservateur venir en aide ou appuyer les revendications des francophones de façon importante. Alors, je pense que là-dessus, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas matière à penser que cette nouvelle manifestation d'une identité est ancrée dans quelque chose qui a été manifesté dans les comportements. Mais la deuxième chose, c'est que je pense que les francophones, les Françaisquois comme d'autres francophones, tiennent en estime les institutions qui assurent la protection de nos droits.
Et c'est pas seulement la Cour, mais tout le système, les investissements, la garde, les systèmes de santé, toutes ces choses qui permettent à nos communautés d'avoir une vitalité. Je pense que c'est des enjeux qui tiennent beaucoup que les communautés tiennent beaucoup à cœur. Puis on n'a pas vu ce discours-là beaucoup dans les mots de Pierre Poilievre ou dans la plateforme du Parti conservateur. Alors, au-delà du phénomène du Native Son qu'on continue à enseigner en politique canadienne, je pense que ça joue pas vraiment en sa faveur. Merci. Philippe, me permettrais-tu de rajouter une chose? Absolument. La promesse de définancer la CBC, mais pas la Société Radio-Canada, c'est une promesse qui fait très peur en francophonie canadienne, je pense en Saskatchewan et en Alberta comme ailleurs, parce que du point de vue de la réalité sur le terrain de beaucoup des stations régionales à l'extérieur du Québec, cette promesse-là ne tient pas la route, parce que les services régionaux de Radio-Canada dépendent du point de vue du soutien technique, mais dans de nombreux cas, littéralement, sont sous le même toit, dans la même bâtisse de la CBC. Les candidats conservateurs se sont fait poser la question à de nombreuses reprises s'ils pouvaient nous expliquer concrètement comment ils allaient découpler ces deux services-là et n'en conserver qu'un seul. Et leurs réponses, jusqu'à maintenant, n'ont pas été très, très convaincantes. Et ça, je pense que pour rajouter une autre institution, justement, à laquelle les francophones à l'extérieur du pays tiennent à cœur, celle-là, je pense que cette promesse-là des conservateurs, elle rend très, très, très nerveux. Ce qui fait en sorte que, oui, OK, les origines et le fait que Pierre Poilievre est manifestement celui des trois chefs de partis principaux, celui qui a la meilleure maîtrise du français, qui connaît le mieux la culture francophone, mais on doute de sa volonté de la protéger. Tout à fait. Donc, le temps file et puis je vais laisser le temps aux gens de poser leurs propres questions. Donc, j'ai une dernière question pour vous. Tout d'abord, Rochelle et Jannick, donc vous êtes toutes les deux profs et chercheuses. Stéphanie aussi, là, mais je te reviens avec une autre question. Donc, on a souvent dit que la vie démocratique était en difficulté au Canada. Je suis curieux de vous entendre. Comment est la vie sur les campus en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression que l'élection en cours, que la position de M. Trump, ça change un peu la donne pour cette jeunesse qu'on dit dépolitisée puis désintéressée de la politique? Rachel. Ah, pour moi, c'est une question très, très intéressante. Comme ici à Memorial, l'été passé, on a vu des protestations et des sit-ins contre la guerre et le génocide en Palestine. Alors, des étudiants ont été chargés avec l'intrusion criminelle sur le campus ici. Mais ces charges ont été rejetées en cours le mois passé. Ces étudiants vont faire un défi de la charte à cause de leur traitement par l'université. Alors, pour moi, ce que je vois ici est plutôt dans autre coin du monde, c'est que les universités deviennent de plus et essaient d'être plus comme des entreprises, comme des espaces privés qui sont chargés avec l'employabilité de ces étudiants exclusivement et de moins en moins avec leur éducation comme des citoyens avec des compétences en critique sociale. Je trouve, pour moi, il y a moins de tolérance et patience pour des protestations qui sont un coin et quelque chose de très important pour la démocratie. Alors, j'aimerais voir les universités faire mieux dans ce domaine-là. Jannick? Je pense que l'enjeu le plus clair, puis qui s'est démontré de façon très prononcée dans les derniers jours, c'est vraiment qu'est-ce que cette élection fait pour les universités, puis la capacité des universités d'avoir des débats libres et démocratiques sur des enjeux. Et je pense que la position des partis là-dessus elle n'est pas cachée. Et elle est extrêmement problématique dans la mesure où, de la base conservatrice et dans la plateforme et dans le discours, on a beaucoup entendu que le Parti conservateur ne veut pas financer
certaines tendances idéologiques dans les universités, l'approximation de la recherche avec des idéologies est manifestement problématique. Mhm. Est-ce que ça se fait entendre dans l'esprit des étudiants? Je pense qu'il y a des enjeux beaucoup plus quotidiens auxquels les étudiants font face. Alors, je pense pas que ça va nécessairement influencer le vote étudiant, mais est-ce que ça influence le vote plus général puis la perspective de la société vis-à-vis des positions des partis sur le rôle des universités, sur l'idéologie au sein de la société? Certainement. Merci. Stéphanie, dernière question pour toi. En tant que francophone, est-ce qu'il y a des enjeux dont on n'a pas parlé lors de ce débat qu'on devrait avoir à l'œil? Et puis, quelle est un peu la position des principaux partis sur cet enjeu-là? Ah, ben écoute, on n'a pas beaucoup parlé de langue officielle depuis le début de la campagne. A Mhm. généralement parlé. Il y a eu le débat organisé par Radio-Canada hier sur les enjeux francophones, où malheureusement, parce que les candidats présents étaient très peu disciplinés, on n'a pas eu la chance d'apprendre grand-chose parce que c'était extrêmement cacophonique. Je me sentais mal pour Mathieu Nadon Dommage. qui essayait de départager le temps de parole alors que tout le monde se criait les uns par-dessus les autres. Mais parmi les enjeux que j'ai sur mon radar, sur ma carte de bingo des questions de langue officielle, il y a ce que les partis ont en tête pour ce qui est de la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles, qui est pas finie. Même si on l'a adopté depuis 2023, ça traîne. Le règlement sur la partie 2, le règlement sur la partie 7, les décrets du gouverneur en conseil qu'on attend pour la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs du commissaire en matière de sanctions pécuniaires. Ça, c'est toutes des choses qui dépendent du gouvernement pour que la nouvelle mouture de la loi ait vraiment pleine force de loi. Et ce travail-là, il est pas fini. Et si un gouvernement de peu importe la couleur décide de s'asseoir sur ses lauriers, ben la loi va avoir moins d'impact qu'elle pourrait en avoir. Et donc ça, je trouve ça inquiétant. Bon, tout le monde, hier, durant le débat, et les candidats à qui j'ai parlé jusqu'à maintenant disent que c'est important, mais ne se commettent pas à un échéancier particulier pour que ces modalités-là soient mises en place pour que la loi soit pleinement en vigueur. Les autres enjeux portent beaucoup, en fait, sur les nouvelles responsabilités que le gouvernement fédéral s'est donné avec la nouvelle loi sur les langues officielles dans des domaines de compétences qui sont ceux des provinces. On parle des Mhm. domaines névralgiques pour la promotion et l'épanouissement des communautés, comme la santé, le continuum en éducation, l'employabilité, etc. Et donc, ça veut dire que le gouvernement fédéral va devoir transiger avec les provinces, mais comme on le sait, dans une bonne partie des provinces, malheureusement, lorsqu'il y a des transferts ou même des ententes bilatérales, si on ne tord pas le bras des provinces pour s'assurer que ce financement-là est investi là où il devrait l'être et que le financement est équitable pour les communautés francophones, on perd cet argent-là dans la nature. Et tous les partis confondus sont extrêmement réfractaires à imposer des clauses linguistiques ou des formes de reddition de comptes pour s'assurer que ce financement-là est bien utilisé. Donc, de ce côté-là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de parti qui se démarque encore sur les promesses qui sont faites et on demeure dans le très, très vague. C'est la même chose qu'on parle des places de garderie, par exemple, et on a vu un Doug Ford se mêler de ce dossier-là plus tôt cette semaine pour rappeler que l'accord qui a été signé avec les provinces va venir à échéance en 2026 et on cherche à ce que les partis se commettent à continuer le financement de cet accord bilatéral-là pour des places de garderie à 10 $. Mais comme on le sait, le manque de places de garderie francophones est exponentiellement plus grand en proportion de la population que les places de garderie anglophones. Encore une fois, aucun des partis se commet de façon concrète à régler cet enjeu-là. Et c'est la même chose à l'autre bout du continuum du point de vue du postsecondaire. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un enjeu, que les institutions ont besoin de plus de soutien, mais on n'est pas prêt à dire comment on va le faire ou même à chiffrer
le montant qui serait alloué à ces dossiers-là. Donc, on demeure, disons, malheureusement, vraiment dans le noir quant aux intentions réelles des parties sur ces dossiers-là. Merci beaucoup à toutes les trois. On va maintenant passer à la période de questions. Alors, je cède la parole à ma collègue Ariane Frenegani. Oui, alors merci tout le monde, merci aux conférencières. C'est ça, je m'appelle Ariane Prenegani, je suis aussi membre de l'association. Donc, c'est moi qui vais modérer la période de questions. Si je comprends, on a une trentaine de minutes, si je comprends bien, Philippe, est-ce que je me trompe? Disons une quinzaine de minutes environ. Une quinzaine de minutes, C'est ça. encore moins. Donc, ça va être une courte période de questions. Donc, vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction de chat si vous voulez que moi-même je les pose pour vous. Sinon, en levant la main virtuellement, je vais si vous pouviez lever votre main et je vais vous accorder la parole. Et puis peut-être bref, on va voir comment ça se passe, là, mais si vous voulez la poser, vous pouvez la poser directement à une conférencière ou la poser à tout le monde. Je vais essayer de gérer, c'est ça, on va essayer de pouvoir rentrer le plus des questions en 15 minutes. Euh, je vais, je vais peut-être comme ouvrir le bal pendant que vous réfléchissez à vos questions. Je vais juste me permettre de voir. Donc, je vois qu'il n'y a pas encore de main levée. Donc, je vais ouvrir le bal et puis pour vous laisser réfléchir à vos questions. Donc, moi, je trouve ça parlant quand même que vous êtes trois conférencières aujourd'hui. Donc, je vais aller dans le thème des femmes. Donc, selon vous, qui sont les femmes ayant un impact autant positif que négatif sur le cours de la campagne électorale en ce moment? Et là où je veux m'en aller, où je veux aller, c'est vraiment où s'en va le leadership féminin au Canada? Est-ce qu'on est loin d'une première ministre femme? En ce moment, c'est 4 chefs hommes et puis tu sais, donc, bref, je vais m'en tenir à ça. Puis, donc, ma question va plus dans le thème du leadership féminin des femmes qui ont en ce moment un impact positif ou négatif sur la campagne électorale. Qui sont ces femmes et quelles sont leurs contributions selon vous? Donc, vraiment, ma question pourrait s'adresser à tous. Donc, si vous avez, vous pouvez vous manifester, Jannick, Rochelle ou Stéphanie, si vous avez une réponse à ce sujet-là. Pour moi, en premier, je pense que Danielle Smith, comme premier ministre, elle a un impact. On peut dire positif ou négatif, dépendant de nos vues. Mais elle accomplit des choses pour sa province, puis, elle communique avec les Américains. Elle est forte comme chef, je trouve. Je pense pas que je suis d'accord avec ce qu'elle fait à notre pays, mais pour moi, je pense c'est le personnage que moi, je pense avec cette question. Merci, Rochelle. Vas-y, Jannick. Stéphanie a fait allusion à la plateforme conservatrice. Puis moi aussi, ça m'a frappé que Père Poilievre était avec sa femme, puis qu'elle a joué de plus en plus un rôle dans la campagne électorale. Et que ce rôle-là, c'était vraiment d'arrière-plan de personnes secondaires qui informent, etc. Alors, ça me fait réfléchir à quel devrait ou quel est leur rôle. Et je pense qu'on voit que dans sa campagne, les femmes ont vraiment pris un rôle secondaire. Et ça, on l'a vu refléter dans les enjeux qui n'ont pas été discutés dans la campagne. Alors, quand on parle des enjeux sociaux qui sont vraiment passés sous le silence dans la campagne, lorsque le premier ministre Carney a présenté son cabinet, on a vu que le ministre c'était le ministre de la Famille, des Enfants et c'est quoi le terme? Et du développement social est devenu
le ministre de la Famille et de l'Emploi et de la Famille. Alors vraiment, on voit les enjeux sociaux, les enjeux de la famille sous le prisme du marché, puis on voit vraiment que ces enjeux-là sont devenus non seulement secondaires à la crise tarifaire, mais secondaires dans les priorités même ou là où elles étaient. Alors je pense que on remarque ce manque de leadership en ce moment. Ça se fait sentir, puis je pense que on va voir dans la configuration du prochain gouvernement si on est encore à un moment où on dit c'est 2015, euh, lorsqu'on avait un cabinet de parité, mais est-ce que vraiment en 2025, qu'est-ce que ça veut dire pour le rôle des femmes? J'ai pas énormément d'espoir dans là où on est rendu. Merci, Jannick. Stéphanie? Euh, ben, il y a quand même Elizabeth May qui est encore là. Elle s'est fait voler son débat en anglais. Et là, elle a maintenant un vice ou un chef adjoint, Jonathan Pedneau, qui évidemment est un homme, mais elle demeure là. On ne sait pas trop pour combien de temps. Du point de vue des libéraux, je pense que Mark Carney doit une fière chandelle à Mélanie Joly, en fait, qui a mis beaucoup de son poids et de son capital derrière sa campagne au leadership et qui, je pense, va rester quand même proche de Mark Carney. J'ai hâte de voir aussi où Chrystia Freeland va aboutir parce que au-delà du fait que c'était des adversaires dans la course à la chefferie, ce sont des amis personnels, donc on a l'impression qu'elle sera pas trop loin non plus. Chez les conservateurs, du point de vue des élus, ben la chef adjointe du Parti conservateur, Melissa Landsman, est une politicienne chevronnée, quelqu'un qui a disons, qui est moins flashante peut-être qu'un Pierre Poilievre. On sait que la campagne conservatrice a été très, très, très centrée sur le chef, mais c'est quelqu'un qui est exceptionnellement capable sur le terrain et qui, quand même, faut le dire, là, détient de main de maître une circonscription pas loin du centre-ville de Toronto où les conservateurs sont pas nécessairement gagnants d'avance. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui a quand même un certain impact. Et derrière le rideau, ben, il y a la fameuse Jenny Byrne au Parti conservateur, qui, pour le meilleur et pour le pire, chef de campagne de Pierre Poilievre, a beaucoup à voir avec la stratégie de la campagne du parti depuis les 2 dernières années. Et qui, bon, on verra au lendemain des élections où s'en ira sa carrière, soit comme chef de cabinet ou comme personne peu employable compte tenu des roches qu'elle s'est fait tirer par d'autres factions sous la Grande Tente Bleue. Sur Anna Poilievre, Jannick a vraiment raison. Cette américanisation-là du rôle de première dame au sein du Parti conservateur est franchement fascinante. On le voit dans la plateforme conservatrice, mais on l'a vu pendant toute la campagne. Pierre Poilievre avait un rendez-vous avec François Legault. Anna Poilievre était à côté de lui. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est vraiment pas clair. C'est remarquable, d'autant plus que ça ne fait pas partie de notre culture politique. Donc, c'est certain que, bon, les fois où elle a ouvert la bouche, on le voit que c'est une très bonne oratrice, c'est quelqu'un qui a un sens politique, donc elle conseille de toute évidence son mari, mais il demeure que c'est un rôle qui est un petit peu curieux dans le paysage politique canadien qu'on connaît. Merci, Stéphanie. Je vais y aller en ordre de main levée. Donc, je vais passer la parole à Gabriel. Bonsoir tout le monde. Merci à vous toutes de votre présence aujourd'hui. C'est super intéressant de vous entendre parler sur ce sujet-là. Moi, ma question, c'est par rapport au Parti conservateur. Donc, il semble y avoir eu un pattern dans la dernière décennie ou les 3 dernières élections. On avait M. Andrew Scheer qui a perdu son élection en 2019, je pense. Il s'est fait débarquer comme chef. Ensuite, on a eu Erin O'Toole, même chose en 2021. Je me souviens, ou peut-être que j'ai interverti les deux. Quelle est l'espérance de vie de Pierre Poilievre s'il perd son élection? S'il perd son élection ou s'il perd son siège? Parce qu'il y a un point d'interrogation par rapport aux deux en ce moment. Ben, l'un ou l'autre. Je veux dire, je pense que s'il perd son siège, c'est plus clair, mettons. Mais si il perd pas son siège,
est-ce que les conservateurs vont toujours le voir comme un leader qui va les permettre de faire la traversée du désert, là? Mesdames, avez-vous des opinions là-dessus? Moi, je me demande si Doug Ford va devenir le nouveau chef de parti, honnêtement. Je suis pas convaincue que Poliev va continuer dans ce rôle. Je pense qu'il y a aussi la question, c'est pas juste la question Poliev, puis ça revient à ce on avait dit un peu par rapport à qui va être sous la Temple, puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rallier toutes les différentes factions de la Temple. Et Poliev, en fin de compte, s'est très positionné. Le parti a travaillé fort à préparer son image avant l'élection, à essayer de le faire passer pour toutes les intéressés du parti. Et ce travail-là, c'est un travail grandiose, un travail politique très difficile. Et il n'y a pas un candidat ou une candidate naturelle qui s'impose, je pense, pour faire ce travail-là. Alors, je pense qu'ils ont beaucoup investi dans Poliev. Alors, je ne le vois pas nécessairement, je ne vois pas qu'il s'en va à quelque part. Je pense vraiment c'est à savoir comment est-ce que le parti veut se positionner pour cette élection. Peut-être, on ne sait pas, peut-être ils vont former le gouvernement, on ne sait jamais, tout peut arriver dans une campagne électorale, mais vraiment comment est-ce qu'ils veulent se positionner pour l'avenir, comment est-ce qu'ils vont réussir dans la vision d'un chef. À rallier ces factions-là. Aaron O'Toole, c'était le cas typique de ce manque. Alors, Pierre Poilievre, on pensait qu'il était était plus préparé pour prendre ce poste-là ou pour jouer ce rôle rallieur, mais évidemment, je pense que ça va peut-être pas être assez. Ouais, je pense que la façon dont la base conservatrice va réagir va dépendre de l'ampleur de la défaite du parti, si défaite il y a. Euh, Puis, justement, si dans la circonscription de Carleton, si M. Poilievre passe proche de perdre ou perd son siège, là, il y aura des questions très, très réelles. J'aurais l'impression que le Parti conservateur, qui a tendance à être effectivement assez fratricide, là, on donne pas le temps à un chef d'avoir une deuxième chance. Ça a été la tendance dans les dernières années. Compte tenu du contexte particulier, l'espèce de zeitgeist de l'élection de cette année, qui fait en sorte que tout le travail des 2 dernières années qui avait été fait par Poilievre et son équipe, qui avait porté fruit, là. On parle d'une avance de 20 points de pourcentage que les conservateurs avaient sur les libéraux en décembre dernier, avant que le feu prenne au sein du Parti libéral. On peut pas dire que cette stratégie-là ne fonctionnait pas. C'est juste que c'était une stratégie qui était pas stress-tested pour un contexte que personne n'aurait vraiment pu prévoir. Donc j'ai l'impression qu'on va peut-être lui donner un passe-droit et lui donner une deuxième chance, mais ça va vraiment dépendre de l'ampleur de la défaite qu'on prédit actuellement. Merci. Je vais passer la parole à Mathieu. J'ai une question d'une membre ici qui me l'a envoyée par chat privé. Donc, je vais la poser. Puis Mathieu, après, j'imagine que tu pourras faire un mot de la fin. Puis peut-être que si on a le temps, pour poser ta question à ce moment-là, si les gens veulent rester pour cette dernière question. Mais donc, je vais poser la première question vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il y en avait deux par la même personne. Je vais prioriser la première. Le syndicat, notamment l'AFPC, réclame encore des dédommagements vis-à-vis les effets dévastateurs du système de la paye Phoenix. Avez-vous entendu des échos des différents chefs et partis pour régler cette hémorragie une fois pour toutes? Donc, une question relative au système de paye Phoenix. Est-ce qu'il y a une d'entre vous qui voudrait réagir à cette question? La seule chose dont j'ai entendu parler, ça datait d'avant la campagne, en fait, où le Parti libéral disait qu'on allait se débarrasser de Phoenix pour une autre plateforme. J'espère que ça sera pas Workday parce que Ce sera bref, il y a d'autres institutions qui ont eu
cafouillage avec ce système-là. Mais sinon, c'est pas vraiment un enjeu qui a été sur le radar ni qui a fait partie des promesses des plateformes. Je pense que c'est, disons, un enjeu qui est très Ottawa-centrique. Malgré que je dis ça, moi, j'ai pas été payée pendant 3 mois, quand je suis partie en congé de maternité, entre autres à cause de Phoenix, là. Donc, c'est un enjeu qui touche, disons, un auditoire très captif, celui de la fonction publique. Les partis se sont pas arrêtés à ça durant la campagne. Alors, je vois que les gens, il y en a qui devaient quitter. Donc, je vais passer la parole soit à Philippe ou à Philippe, je vois que tu as le micro ouvert. Donc, j'imagine que c'est En toi fait, qui vas c'est prendre. Mathieu qui va prononcer le mot OK. de la... Puis, Stylé, peut-être qu'on aura le temps pour ta dernière question. Semblait très concentré durant la conférence. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait des questions qui se moussaient, là. Donc, la parole à Mathieu, notre président. Ben, en fait, non, mais je pense que tu sais, il est rendu tard, notamment à Terre-Neuve, en fait. Fait que je pense qu'on va, par respect de ça. Non, mais en fait, tu sais, moi, je réfléchissais à la question de Gabriel Poliquin, pardon, puis je me posais un peu la même question au sujet du NPD, là, puis de Jagmeet Singh, là. Je pense qu'il y a beaucoup de retombées intéressantes qui vont suivre cette élection, puis ce serait intéressant d'avoir un peu votre vision des choses une fois que les dés vont être joués. Mais c'est pas chose faite, bien que, bien que une chose que je retiens, c'est que tu sais, dans les dernières semaines, on a vu beaucoup d'évolution vers quelque chose qui on va peut-être dire, va être d'une évidence. Est-ce qu'on fait face à encore tu sais, une victoire libérale, tu sais, qu'on n'aurait pas vu venir il y a quelques mois de ça? Je ne sais pas trop, mais bon, je pense qu'on en sort toutes de cette soirée beaucoup plus éduqués, en fait, là, par rapport à tous ces enjeux-là. Personnellement, je trouve que c'est exactement le genre de choses dont j'ai besoin, tu sais, quand on n'a pas le temps de suivre l'actualité tout le temps, d'avoir le privilège d'avoir un concentré de la campagne par des experts tels que vous. Je pense qu'on est très privilégiés. Ça montre à quel point, justement, dans le réseau des boursiers, on est privilégié d'avoir accès à des gens comme vous, en fait. Donc, au nom de l'association des boursiers qui étaient présents, puis de ceux qui vont écouter ça en différé, là, justement, je suis content qu'on a pensé à l'enregistrer. Je vous remercie. Donc, Stéphanie Chouinard, Jannick Dubois et Rochelle Côté, merci beaucoup de votre temps et de vos lumières sur tout ça. Un merci tout particulier également aux membres du comité, dont Ariane qui a piloté la période de questions, Jannick qui faisait la régisseuse en arrière-plan, et évidemment Philippe Orphalie, notre espèce de chef de campagne maison, qui un jour... moi, je le verrais là, à la tête d'une campagne. En tout cas, si jamais vous essayez de vous faire élire, allez voir Philippe, moi je dirais. Bien qu'il vous dirait non. Philippe, te cherches-tu une job? Aucune chance. Zéro, zéro chance. Je Ouais. me permets juste de rectifier que c'est Jacqueline et non Ouais. Janine. C'est correct, c'est comme si on est de la même famille. Est-ce que je t'ai débaptisé? Je suis désolé si oui. Je suis désolé. Mais bon, je vous souhaite donc tous à toutes une très bonne soirée. Merci d'être là. Et puis à la prochaine chicane. Bonne soirée. Merci Merci à beaucoup. vous, merci pour Merci, tellement l'invitation. intéressant.